Les causeries urbaines dans le poste. La diagonale de la rage, histoire de la contestation sociale en France des années 1970 à nos jours aux éditions Divergence. Bonjour Michel Kokoreff. Bonjour Xavier. Alors, vous nous proposez un travail étonnant et je vais commencer, et n'essayez de pas m'interrompre parce que je vais un peu vous provoquer. C'est un livre où je suis resté sur ma faim, mais de façon positive. Parce qu'effectivement, vous vous lancez dans un travail incroyablement ambitieux, c'est-à-dire de regarder cette transformation des contestations sociales qui ont été, entre guillemets, mais on va en parler de façon assez classique, ordonnée, institutionnalisée pendant des années, et à un moment donné, les choses se sont éclatées, désorganisées selon une certaine forme de représentation, et je dois avouer, moi, en tant que citoyen, on a plus que du mal à se repérer dans toute cette atomisation des luttes et vous avez pris l'ambition, et franchement c'est incroyablement courageux de se dire non seulement je vais regarder tout ça et tenter de voir est-ce que tout ça a un lien. Alors je vais être un peu feignant parce que je vais m'appuyer sur un des mots de votre conclusion. D'abord le titre, la diagonale de la rage, et les mots ont un sens. Diagonale, c'est bien prendre un chemin de traverse. Et pourquoi la rage ? Et puis surtout, ma deuxième question, qui est un peu la plus importante, qui va commencer à introduire un peu l'histoire de tout ça. Donc je vais vous paraphraser, Michel Kokoreff, comment on en est arrivé là ? Bon, la diagonale, effectivement, c'est une double allusion. C'est à la diagonale du vide, la diagonale de ces territoires situés sur une ligne allant du nord au sud avec une très faible densité de population. Ça avait fait polémique dans les années 50 au moment de la publication d'un essai qui s'appelait « Le désert français ». Mais c'est pas cette diagonale-là que j'invoque. Je fais aussi allusion à un auteur qui compte beaucoup pour moi dans ma formation, mais qui compte beaucoup aussi, je pense, aujourd'hui, après être sorti du purgatoire, et qui est Michel Foucault, et qui parlait de diagonalisation de l'actualité, qui participe effectivement de sa démarche au fond, de faire une histoire du présent. Bon. Et donc, effectivement, il m'a semblé que on avait un intérêt à reprendre la période de ces 50 dernières années, une fois sortis des événements de mai et juin 68. Donc, je n'y reviens pas parce que ils ont été largement commentés, analysés, renouvelés dans leur interprétation. Moi, je pars en fait de 1973, qui me semblait une date absolument tournant d'un point de vue international, parce que notamment c'est bien sûr le coup d'État de Pinochet, mais c'est aussi la première crise du pétrole. Au fond, c'est l'entrée dans une période de récession, et à un niveau national ou une dimension plus sociologique, c'est aussi le début des années 70, l'amorce d'une vague de crimes racistes à Barbès, dans les quartiers populaires, qu'on n'appelle pas encore comme ça, et qui va se prolonger, cette vague de crimes racistes à l'égard de la communauté algérienne, alors que la guerre d'Algérie n'est toujours pas finie, jusqu'à aujourd'hui, les années 2000, et d'une certaine manière, Adama Traoré, qui a été tué par les gendarmes en 2016, est l'ultime avatar de cette série de violences policières, et du coup de l'expression d'un sentiment de révolte, d'injustice, d'une colère, donc d'une rage qui me sert de fil conducteur pour essayer de comprendre cette période des années d'une cinquantaine d'années. Et donc, pour rester de façon très plate et répondre à la question, on
on a souvent une vision nihiliste de la rage. On a une vision, disons en tout cas négative de la rage qui ne déboucherait sur rien, alors que, au contraire, ce qui est nécessaire dans les mouvements de révolte et les mouvements révolutionnaires, c'est l'espoir qu'ils font naître. Bon, donc il y a cette fameuse formule, à un moment que je cite, voilà, la rage c'est rien, l'espoir c'est tout. Bon, enfin ou quelque chose comme ça. Moi, il me semble que il y a une dimension politique dans la rage, dans la colère. Déjà parce que elle manifeste une certaine distance à l'égard des organes de représentation politique, à l'égard des organisations militantes, et notamment, là, dans le cas présent, de la gauche et de l'extrême gauche. Bon, donc il y a une radicalité, au fond, dans la rage, mais il y a aussi quelque chose qui s'exprime et qui ne peut pas se laisser dire dans la grammaire politique d'une époque, qui l'excède en permanence, mais en même temps qui fait sens, que ce soit vis-à-vis des personnes qui sont mortes suite à des relations avec la police, ou que ce soit vis-à-vis, en bout de chaîne, des soignants ou des actrices qui sont victimes de harcèlement ou de violences sexuelles, et qui disent aussi ce sentiment de rage. Donc, au fond, il y aurait une dimension positive et politique de la rage dont l'histoire permettrait de nous comprendre, de nous faire comprendre l'émergence, y compris de la rage populaire des Gilets jaunes dans la période la plus récente. Et donc, c'est pas forcément le seul point que j'essaye d'aborder dans ce livre, qui est effectivement terriblement ambitieux, mais il me semble que la rage exprime bien la sensibilité contemporaine. Et surtout aujourd'hui, où on est dans une période, on va reparler aussi, plus que jamais écrasé par le rouleau compresseur du néolibéralisme. La rage a été confinée par le Covid, et pourtant, la pandémie planétaire, et pourtant, on sent bien qu'elle est présente. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ce slogan sous les pavés la rage, hein, parce que ça permet aussi non seulement de mettre le doigt sur quelque chose qui se dit difficilement, mais aussi sur une potentialité de la révolte qui me semble plus importante que ses débouchés politique, et qui évidemment nous renvoie à des échecs, à des désillusions, à de l'impuissance, alors que, bon, au fond, la rage, même si elle est sous les pavés, même si elle est encore dans ses potentialités, elle permet de conserver un certain espoir. Alors, une autre question qui n'est pas les choses le plus vendeur quand on veut parler d'un livre, c'est la méthodologie. Un peu barbare, mais là, je pense qu'il est nécessaire d'en parler, de la façon dont vous avez constitué, je dirais l'ensemble d'un programme, d'une organisation, d'une grille de lecture pour essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer. Et c'est d'autant plus intéressant d'en dire quelques mots, c'est qu'effectivement, le postulat du livre essaye de montrer qu'il y a une sorte d'atomisation des luttes depuis une cinquantaine d'années, et l'ambition est de voir est-ce qu'on peut lier tout ça dans un processus soit plus collectif, ou accepter cette désorganisation et d'en faire un tout à un moment donné, parce que ça fait partie aussi de l'objet du livre. Alors comment vous y êtes pris ? Et d'abord, on parlera évidemment de l'histoire, mais vous avez fait des choix bien précis d'observation, de vous mettre en scène même dans le livre, et de procéder à une certaine forme de narration, historique en partie, puis par les lectures. Pouvez-vous nous dire un petit mot quand même, malgré tout, parce que je pense que c'est important pour comprendre ce qui va se jouer après. Alors, mon point de départ, c'est qu'on a assisté depuis 2016 à une séquence de contestation quasi permanente, qui a pris des formes, ne faisons pas l'apologie du nouveau, quand même singulière et nouvelle, et qui a suscité en même temps une vague de répression tout à fait considérable et inouïe,
dont on a beaucoup parlé. Bon. Et donc déjà, ça m'intéresse comme séquence parce que il ne s'agit pas d'analyser la loi contre la réforme travail ou Nuit debout ou la loi de réforme de la SNCF ou de Parcoursup ou tel mouvement social ou spécifiquement les Gilets jaunes ou ce qui se passe dans les zones à défendre, les ZAD. Le pari, effectivement, c'est de suivre la chronologie de cette séquence et d'essayer d'y repérer des continuités, éventuellement des ruptures, mais quand même une signification un peu générale. Et la thèse que j'essaie de défendre, c'est qu'on a assisté à l'émergence de nouvelles formes de contestation. Alors, radical ou radicalisation ne sont pas des termes qui suffisent à les caractériser. Bon, mais le fait est qu'on a assisté à quelque chose de nouveau et qui nous incite à penser autrement que ce que nous propose la science des mouvements sociaux, c'est-à-dire des luttes liées à des causes qui sont ponctuées par des victoires ou des échecs. Bon. Et donc la question c'était mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et je reviens à ce point auquel j'ai pas répondu tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on en est arrivé là ? Et comment à la fois ne pas majorer le nouveau et être aveuglé par le présent et prendre un petit peu de distance, de restituer un peu l'épaisseur du temps présent. Bon. Alors, à partir de là, effectivement, il y a eu plusieurs choix, mais je dirais qu'il y a quand même un choix qui est presque biographique, enfin qui est existentiel et qui est biographique. C'est que, au fond, faire une histoire sociale sur 50 ans, c'est une période de petite dimension. Hein, c'est pas beaucoup, 50 ans, mais sa caractéristique, c'est de s'appuyer sur une expérience, si minimale soit-elle. C'est pour ça que je raconte notamment mon entrée en politique ou les débuts de ma socialisation politique en 1973 au moment du congrès d'Ordre Nouveau à la Mutualité, lourdement combattu par la Ligue révolutionnaire. Bon, parce que j'assiste effectivement, alors que j'ai 14 ans, que je suis livreur chez un fleuriste, à des scènes contre des camions de police qui sont assez étonnantes. Donc c'est pas pour faire du chantage au vécu, c'est pas pour dire je l'ai vécu. Bon, alors j'ai vécu éventuellement comme les gens de ma génération, je suis né en 59, donc tout un tas de mouvements lycéens, bon, qui m'a permis de voir effectivement, quand même bien voir comment fonctionnaient les manifestations. Bon, et ça, je vais m'en servir après pour éventuellement comparer les manifestations, la forme manifestation dans les années 2016 et après, par rapport à ce qu'elle était dans les années 70. Et je dirais qu'il y a une autre dimension biographique, c'est tout ce qui s'est passé dans les quartiers populaires. Bon, et j'essaye de raccrocher mes travaux précédents sur les quartiers populaires, la périphérie, ce qui fait de ces territoires une sorte de lieu d'expérimentation, à la fois de nouvelles pratiques militantes, mais en même temps de formes de répression assez inédites. Bon, pour bricoler. Alors moi je pense qu'il y a une vertu évidemment du bricolage. Hein. On est tous des artisans en sciences sociales. Enfin, il me semble que c'est une thèse qui peut se porter. Et donc essayer de raccrocher cette période des années 70, 80, 90, où on voit effectivement la litanie des morts, et puis en même temps des mouvements émergents comme le MIB, dont je parle beaucoup, ou le Comité national contre la double peine, bon, qui essaiment une autre façon de faire de la politique. Et donc ce que j'essaye de montrer, c'est que le déplacement qui va s'opérer de la périphérie au centre. C'est-à-dire comment on est passé de l'émeute urbaine à l'émeute publique, de Clichy-sous-Bois, par exemple en 2005, mais on pourrait prendre Vaux-en-Velin en 90, aux Champs-Élysées avec les Gilets jaunes. Mais on pourrait dire qu'au fond, la rage qui est celle des lascars dans les cités, elle se diffuse et elle se transmet à une population beaucoup plus large, et surtout à des catégories sociales qui n'étaient pas mobilisables
a priori comme une partie de ces gilets jaunes, de ces entravés, qui sont issus de milieux populaires, qui habitent dans des espaces quand même périurbains ou voire semi-ruraux, qui se retrouvent dans les ronds-points, bon, et qui disent quelque chose de proche, me semble-t-il, de ce que disent les membres du comité Adama à Beaumont-sur-Oise ou les marcheurs, puisque je reviens aussi sur cet événement, de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Alors, la question qui est redoutable, et je pense que ça, je ne peux pas en venir à bout, mais au moins je peux donner des éléments, c'est qu'est-ce qui s'est passé ou quelle est la cause ou en tout cas la thèse explicative qu'on peut mettre en avant. Moi, je dirais que avant que vous répondiez, je vous interromps parce que c'est exactement, vous allez prolonger, mais je voudrais remaginer une couche. Donc, vous reprenez tous ces éléments historiques. Donc, il y a un peu la marche des égalités, des choses comme ça. Et on a l'impression, en le retour historique, et ce qui est vraiment la thèse générale du livre, en tout cas sur la partie historique, je vais être un peu basique, on ne l'avait pas vu venir. Oui, alors c'est vrai qu'on les voit pas venir parce que c'est aussi une histoire politique invisible que je raconte. Bon, bon, on n'a pas vu venir les marcheurs. Ah, les immigrés ont des enfants. Ah, ils veulent des droits comme tous les autres Français dont ils sont et dont elles sont. Et de la même manière, les Gilets jaunes, effectivement, parce qu'il faut se rappeler que les Gilets jaunes, ça vient après un printemps 2018 qui est quand même particulièrement agité sur le plan de la révolte. Alors, quand même, un de mes points de départ aussi, bon, c'est tellement énorme que ça se dit en une phrase, c'est que là où on nous endort avec les thèses déclinistes sur la dépolitisation et la déconflictualisation du social, la disparition des conflits sociaux, moi j'essaye de montrer qu'il n'en est rien. Et que, au contraire, suivre cette diagonale de la rage, c'est montrer comment, effectivement, il y a un double mouvement d'atomisation, de fragmentation, mais aussi de recomposition. Et c'est surtout sur les recompositions que j'insiste, et c'est là-dessus, pour pas avoir une vision, mélancolique du conflit social, des recompositions dans les pratiques, dans les échelles, dans les convergences, même fussent-elles partielles, entre les entravés, les racisés et éventuellement les précaires ou précarisés, par exemple dans l'enseignement supérieur ou dans les grandes entreprises publiques de la RATP et de la SNCF. Bon. Donc il y a une reconflictualisation qui d'ailleurs correspond à une réhabilitation du mot capitalisme, et donc qui est le support d'une sorte de courant anticapitaliste qui dépasse largement le cadre d'attaque. Il y a aussi donc une recomposition des pratiques. Bon. Qu'on peut essayer d'observer de façon fine. Bon. Et le but aussi du livre, c'est d'en garder la trace. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de travail, comme tout travail peut-être d'historien, même si je ne me revendique pas comme un historien, mais de conjuration de l'oubli, de préservation des traces, bon, et de ce que ça a été, et éventuellement des liens qui peuvent exister entre ces différents mouvements. Alors, comment, je m'y perds un peu, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Comment on en est arrivé là je dirais que il y a trois éléments qui interviennent. Bon, d'une part, il y a une transformation majeure des sociétés dans lesquelles nous vivons. Ça, c'est rien de le dire depuis les années 70, mais c'est pour ça que 1973, c'est un repère absolument fondamental, parce que c'est la chute
de la seule expérience socialiste d'État à cette époque, voilà, qui était possible. Hein. Bon, elle l'a pas été longtemps. Bon, mais on peut dire que dans notre société après 68, dans notre vieille société française où on s'ennuyait en 67 et on s'est pas du tout ennuyé en 68, tout a changé dans les rapports sociaux. Bon, et on sait bien tout ce qu'on a dit sur la fragmentation sociale et urbaine, sur l'individualisme, sur la difficulté donc à faire du collectif. Donc, une transformation, le rôle des médias, des réseaux sociaux, l'absence de perspective, des formes de socialisation politique aussi très, très, très différentes. Bon. Donc, il y a une espèce de ligne de transformation sociale qui est intéressante à relire, y compris dans les grands événements, dans les grands rendez-vous des mouvements sociaux, par exemple contre la réforme des retraites, parce qu'on voit très bien que derrière notamment cette réforme des retraites, ou ces réformes successives des retraites, il y a une sorte de tentative d'appliquer la politique thatchérienne à la société française, hein, c'est-à-dire effectivement d'un côté une loi toute puissante du marché et d'un autre côté un amenuisement, un appauvrissement des instances de représentation, en gros du compromis fordien, keynésien, bon, hein, surtout voilà des syndicats les plus faibles possibles, ça sera bon pour le marché. Et ça lutte en 95, ça lutte encore évidemment en 2018. Alors, est-ce qu'on a perdu? Je pense que peut-être que la France, vue de façon plus générale dans un paysage européen, peut être un bon laboratoire parce que oui, à la fois ça change énormément. Bon, et c'est ce que raconte très bien aussi sur le cas de l'Angleterre Jonathan Coe, hein, sous une forme littéraire. Donc ça change énormément, mais en même temps ça résiste. Bon. Il y a une deuxième ligne de transformation qui me semble importante, c'est qu'il y a une prise de distance majeure, encore une fois, à l'égard des partis, des syndicats, une quête d'autonomie, hein, on va le dire comme ça, un désir d'autonomie. Vous ne prenez pas en compte mes spécificités en tant que travailleur émigré parce que vous considérez que ce n'est pas le foyer principal des luttes. Eh bien, ok, on en prend acte et nous, on va s'organiser pour faire valoir nos droits, pour lutter contre le racisme et les discriminations, pour lutter contre les violences policières et éventuellement d'ailleurs pour manifester notre solidarité avec les camarades palestiniens. Bon. Et dans le même temps où il y a cette tentative d'autonomie des immigrés, il y a une autre forme d'autonomie qui est plus visible et qui se développe et qui est celle des femmes. Hein. Vous considérez que effectivement les inégalités salariales ou les contraintes accumulées vécues par les femmes sont secondaires dans le front de lutte, eh ben, on va se débrouiller et on va porter ces revendications de façon autonome. Et évidemment, il y a une méfiance à l'égard des appareils politiques, à l'égard des syndicats, parce que c'est des traîtres. Bon, et là, on retrouve aussi quelques pages de mai 68 et des conflits entre les enragés et la CGT. Bon, passons là-dessus. D'une certaine manière, avec les mouvements, par exemple, 95, c'est assez étonnant. C'est-à-dire à la fois, bon, on arrive à faire reculer le plan Juppé sur les retraites, mais en même temps, un arbre se reconnaît à ses fruits. Il y a tout un tas de maisons d'édition qui naissent et qui donnent des espaces pour produire de nouveau une pensée critique plus accessible. Il y a des collectifs qui se constituent autour des chômeurs, autour bien sûr des sans-papiers à Saint-Bernard. Il y a des groupes post-situationnistes qui vont nourrir une revue qui sera lue par personne à l'époque, qui s'appelle Tikkun et qui débouchera sur les livres du Comité Invisible qui vont être un petit peu plus connus à partir de 10 ans après, à partir de 2007. Bon.
Donc, l'autonomie ou le désir d'autonomie, c'est pas simplement celui des autonomes ou des totaux, comme on les appelle dans le jargon, mais c'est une sorte de prise de distance, de méfiance à l'égard de la représentation politique. Et évidemment, le mouvement des Gilets jaunes, de ce point de vue-là, il est absolument fondamental. Résultat, il y a 20% de participation aux dernières élections régionales et départementales, ce qui est un mauvais signe pour la démocratie, mais peut-être, mais ce qui est quand même d'une certaine manière un bon signe sur la santé mentale des citoyens, qui effectivement ne s'y reconnaissent plus, ne sont plus dupes. Bon, donc même si ce désir d'autonomie est imparfait et lié à de nombreux conflits, clivages entre différents groupes, on prend les totaux, les zadistes, les gilets jaunes, les féministes, les décoloniaux, bon, on voit bien que c'est un puzzle où personne ne se retrouve, mais au moins il y a quelque chose par le bas qui est vivant, qui est bouillonnant, et dans la rage qui existe sous les pavés, il y a évidemment une rage de vivre. Bon, et donc c'est ce qui m'amène d'ailleurs à la fin à considérer que effectivement on a perdu d'une certaine manière, et peut-être faut-il savoir perdre, mais pour autant tous ces mouvements sur lesquels je reviens, en gros de la marche pour l'égalité contre le racisme aux Gilets jaunes, ils sont gros de possibles. Ils ont expérimenté d'autres formes de pratiques, d'autres formes de relations, d'autres formes de visibilité de l'action, bien avant Internet. Bon. Et ces potentialités, ces expérimentations qui sont peut-être intéressantes à regarder. Et de ce point de vue-là, je retombe sur mes pieds et sur la troisième ligne de transformation qui est considérable, c'est que c'est pas simplement les pratiques qui ont changé, c'est pas simplement les discours qui sont devenus plus radicaux, c'est le jeu des échelles qui a complètement muté, jeu des échelles entre le local, le national, on va dire, et l'international. Et ce que je dirais, c'est que ce désir d'autonomie, ou ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que ce désir d'autonomie ou cette quête d'autonomie, elle est internationale. Elle se développe au Chiapas dans les années 90, au Mexique, elle se développe au Rojava un peu plus tard, à la lisière des frontières syriennes, irakiennes et turques. On en retrouve des éléments au Venezuela. Les Black Blocs dont on attend parler viennent d'Allemagne. Bon. Donc il y a une sorte d'internationalisation des répertoires d'action, qui ne constitue pas le cœur de mon livre, qui d'une certaine manière est peut-être trop franco-français. Bon, c'est aussi sa limite, il faut l'assumer. Bon. Mais on voit bien que cette internationalisation des répertoires d'action collective, elle nourrit les différentes luttes, mouvements, révoltes, insurrections, émeutes auxquelles on a assisté ces dernières années. Et donc, que là où on y verrait facilement que des casseurs ou que des nihilistes ou que des gens qui sont dans la divergence, eh ben, on peut, par exemple, en tirer des leçons politiques autour de la figure du communalisme, qui est un des grands débats actuellement. Donc transformation de la société, transformation des modes de représentation et d'action et internationalisation des échelles. Bon, on le voit bien avec la ZAD. Il n'y a pas plus local que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Hein, bon, et c'est une sorte de Larzac bis d'une certaine manière. Mais en même temps, jamais il y a eu Notre-Dame-des-Landes. Et le succès politique qui a été quand même la fin de ce projet de construction d'aéroport, s'il n'y avait pas eu une mobilisation internationale. Bon, et si le ZAD partout, y compris crié par des cheminots, hein, qui sont quand même très loin, voilà, de Notre-Dame-des-Landes et de la culture autonome, avait en quelque sorte entonné ce slogan. Alors, après ce constat qui est assez à large et très clair, vous proposez évidemment de se dire, bon voilà, tout ça est atomisé et désorganisé, en tout cas au premier abord selon les formes d'organisation qui ont existé. Et recomposé. Donc on ne se retrouve plus dans le syndicat, on ne se retrouve plus dans le parti, on ne se retrouve plus dans énormément de choses qui ont fait société, je le mets entre guillemets.
Et donc, la tentative de la partie suivante de votre livre, c'est trouver une grammaire, une grille de lecture de comment, selon l'intuition que vous avez, que tout ça qui paraît un peu désorganisé, atomisé, a un terreau commun, fait un lien, en tout cas c'est l'hypothèse forte que vous proposez, et évidemment, vous apercevez assez rapidement que même vos propres lectures, on va dire de la discipline, vous êtes sociologue, n'arrivent peut-être pas. On a eu de grands sociologues des mouvements sociaux, plus ou moins contestables. J'ai été biberonné, moi, en tant qu'étudiant, à ce genre d'auteur, à la Touraine, enfin, j'en passe. Et là, évidemment, vous allez convoquer d'autres auteurs. Donc, alors, je fais court, surtout un trio important, il y en a d'autres, que je vais nommer Foucault, Deleuze et Agamben, pour faire à peu près court, mais évidemment, vous corrigerez, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Alors, c'est pas la partie la plus facile, entre guillemets, pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément ces lectures, mais en quoi ces trois auteurs-là, pour vous, permettent de vous donner de nouvelles clés pour comprendre cet instant présent et d'essayer d'imaginer d'une nouvelle recomposition dans ce rapport de force, et là je me mouille, que j'estime nécessaire. Alors ça, c'est pas une petite question. Mais elle est importante, je pense. Si vous me permettez, chers amis du genre urbain, je voudrais effectivement compléter la triade et glisser Marx avant Foucault, Deleuze et mais ça, c'était volontaire Agamben. parce que je passe trop pour un post-marxiste, alors je l'ai pas dit. Mais Marx, très important, mais pas le Marx du Capital. De quel Marx parlez-vous ? Le Marx historien, le Marx observateur de sa période, de son temps, et notamment le Marx du 18 Brumaire de Louis-Napoléon, qui commence par l'histoire se répète deux fois, une fois sous forme de tragédie, une fois sous forme de farce, phrase de Hegel, donc corrigée par Marx. L'histoire se répète deux fois, mais Hegel avait oublié de dire que la deuxième fois, c'était sous forme de farce. Et donc, Marx engage là une réflexion profonde sur le spectre des vivants. Moi, j'aurais rajouté la guerre civile en France. Alors, la guerre civile en France, effectivement, autre ouvrage. Mais le 18 Brumaire, c'est intéressant parce qu'on y trouve une autre lecture un ouvrage majeur des croyances collectives, de la psychologie collective, pour reprendre les termes de l'époque de Marx, et qui est en fait une théorie de l'imaginaire social qui n'a rien à voir avec la vulgate marxiste sur l'idéologie. C'est-à-dire que ce que va expliquer Marx, c'est comment le spectre des morts pèse sur le cerveau des vivants, comment il les aide à galvaniser leur action, à donner sens, parfois effectivement sous forme de farce, comme le cas du neveu Napoléon III qui se revendique de Napoléon Ier pour afficher sa légitimité. Bon, mais je me dis au fond, quand je vois des slogans 1871, 1968, 2018, je me dis qu'on est en plein dans la théorie de l'imaginaire social, c'est-à-dire que quand de la même manière on fait beaucoup référence dans les occupations à la Commune de Paris, il y en a beaucoup été question cette année pour le 150e anniversaire, on est dans une théorie de l'imaginaire social formulée notamment très clairement par Marx, qui fait que le passé, là encore, se confronte, se télescope avec le présent, mais pas pour masquer la réalité sous forme d'illusion, mais pour, au contraire, donner sens, galvaniser, transcender des acteurs qui ne sont pas en train de faire nuit debout. C'est après qu'on en parlera. Bon. Donc Marx, pour moi, évidemment, central sur la théorie de l'imaginaire social, et évidemment central sur la théorie des classes, sur les rapports sociaux, et sur la dimension absolument essentielle de la conflictualité dans la réalité sociale, chose qu'on aurait peut-être tendance un petit peu à oublier dans notre ère de la communication, du dialogue, de la résilience, de la bienveillance, et tout ce charabia. Alors, effectivement, Deleuze, c'est un peu... c'est des lectures anciennes. On pourrait reprendre la même ligne du temps. C'est-à-dire que ce qu'explique Deleuze, c'est très simple, c'est que toutes les révolutions finissent mal. Bon.
et ça, tous les historiens peuvent le confirmer, parce que au mouvement de déterritorialisation, aux lignes de fuite que dégagent les enragés, les révolutionnaires, eh bien, viennent se présenter des formes de reterritorialisation, de retotalisation du molaire, du microfascisme, du leadership, de la perte d'illusion. Bon, le parti bolchevique, voilà, c'en est une illustration. Donc toutes les révolutions finissent mal. C'est pas qu'elles deviennent rares, ce que disait Tocqueville, c'est tout à fait autre chose. Par contre, ce que dit Deleuze, c'est que, et d'autres, c'est que il faut différencier l'histoire et le devenir. Bon, et il y a un devenir révolutionnaire, il y a un devenir femme, il y a un devenir dans l'action qui compte par ses potentialités. Et donc on retrouve ce terme du potentiel plus que dans ses finalités. Bon. Et on voit bien qu'à travers Deleuze, on sort d'une vision eschatologique de l'histoire, hein, c'est-à-dire d'une vision de l'histoire qui serait orientée par une fin et commandée par les moyens pour arriver à cette fin. Donc on sort au fond de l'eschatologie révolutionnaire du grand soir, du moment qui va arriver, où tout va basculer, où on va faire la révolution et tout le monde sera heureux, il n'y aura plus de rapport de domination entre les hommes et les femmes, par exemple. Bah non. Hein, on sait bien que, évidemment, c'est plus compliqué. Je simplifie et tu souris à dessein. Non, je souris parce que c'est très pédagogique, ça me plaît beaucoup. Et donc, on sait bien que ça fonctionne pas comme ça et que il y a d'autres, comment dire, il y a d'autres concepts, il y a d'autres façons de penser l'événement. Voilà. Et enfin, au fond, ce qui m'intéresse chez Deleuze, c'est sa théorie de l'événement. Que je trouve puissante. Bon, un événement singulier qui n'a pas d'antécédent historique et qui surprend tout le monde, qui fait bafouiller les observateurs du monde social. Bon, là, les Gilets jaunes, c'est un événement de ce point de vue-là. Bon, je ne vais pas y revenir trop longtemps parce que nos auditeurs et auditrices vont penser que c'est un livre sur les Gilets jaunes parce qu'il est jaune, mais pas du tout. Hein. Mais en même temps, vraiment, l'événement dans sa singularité, les Gilets jaunes, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les Gilets jaunes avant même d'y avoir mis les pieds sur les Champs-Élysées, d'ailleurs. Bon. Et donc, cette puissance de l'événement, je la retrouve chez Deleuze. Bon, et puis, Foucault, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, moi, je prends Foucault. Bon, alors sur la méthodologie, sur l'histoire du présent, parce qu'il y a eu toute une vague des sciences sociales qui se développait de façon anhistorique ou qui était en but à une certaine historicité. Bon, donc c'est quand même pas complètement anodin de revenir sur cette dimension historique et de s'appuyer sur les travaux des historiens. Mais sur Foucault, ce qui me semble vraiment exemplaire, c'est par exemple la lutte du GIP, hein, que je reprends. Il faut expliquer ce que c'est. Le groupe d'information prison qui se constitue autour d'intellectuels prestigieux, dont Michel Foucault, dont Jean Genet, Jean-Paul Sartre, d'autres figures, le directeur de la revue Esprit de l'époque, bon, pour à la fois alerter sur le sort des prisonniers, puisqu'on est dans un contexte de mutinerie dans les années 70-71, en France, en Italie, en Grande-Bretagne, bon, mais aussi et surtout pour être des passeurs qui permettraient de rendre publiques les conditions de détention absolument inhumaines, barbares, sauvages des prisonniers. Et donc ces intellectuels forment le groupe d'information prison, hein, voilà, qui est un groupe qui est censé être un passeur entre la tâche obscure de la société qu'est la prison et la partie visible de la société. Alors ils font des questionnaires, tout un tas d'actions comme on sait les faire dans les années 70. Tout ça est très protéiforme. Et donc ça me plaît beaucoup, et en même temps il me semble que ça dit des choses sur d'autres mouvements qui suivront. Bon, mais il ne s'agit pas de parler à la place des prisonniers,
Il ne s'agit pas de leur prendre le micro, hein. Il s'agit d'être des passeurs. Et puis, lorsque les prisonniers s'organisent et forment un comité d'action prisonnier, le GIP se dissout en 1973, après à peine 2 ans d'existence. Bon. Et Foucault continue à travailler sur la prison, et en 1975, il sort Surveiller et punir. Mais d'où les intellectuels tiennent leurs idées? Ça, c'est intéressant. Ils les tiennent de leur lecture. Est-ce que parce que Foucault a écrit l'histoire de la folie, il se remet à s'intéresser 10 ans après à l'enfermement? Ou alors, est-ce que simplement c'est le réel qui nourrit son expérience et qui lui permet, comme le dit très joliment Jacques Rancière, de ciseler ses concepts? Bon, ben moi je pense que plutôt de ce côté-là. Mais Foucault a quelque chose d'assez intéressant, c'est que comme Deleuze et comme certains aspects de l'œuvre de Marx, ils ont été revisités, ils ont été relus par une nouvelle génération, une génération qui a connu son baptême, disons, politique au moment des grandes grèves de 1995, hein, et qui vont devenir visibles dans les années 2000. Hein, bon. D'une certaine manière, Foucault et Deleuze vont sortir du purgatoire dans lequel l'université les avait placés, parce que ça, il faut le dire aussi. Bon, on pourrait citer le travail aussi d'Ardot et Laval, et notamment cette magnifique lecture croisée de Bourdieu et Foucault sur le néolibéralisme, mais on pourrait citer d'autres choses. Bon. Et alors ça nous aide à penser de façon un peu générale le présent à partir d'une grammaire qui n'est pas celle ni du marxisme orthodoxe et de Monsieur Badiou, par exemple, ni exactement celle de Rancière, même s'il peut être très utile. Bon. Et le fait est que par ces passeurs qui existent depuis les années 2000, 2010, et le comité invisible en fait partie, bah, au fond, on voit une nouvelle génération qui à la fois est socialisée avec au LBD et aux grenades offensives, et en même temps avec des morceaux, alors des morceaux de Deleuze, des morceaux de Guattari, aussi, qui est très important, peut-être aussi avec Empire, de Negri, hein, de Tony Negri et Hart. Bon. Voilà, des référents théoriques qui sont redécouverts, réinterprétés à la lumière du temps présent. Bon. Et la question, c'était quoi la nouvelle... C'est en train de produire, pour vous, en tout cas ce que vous essayez de faire, une forme de grammaire, oui. Une grille de lecture, pour faire quoi? Oui, voilà, une grille de lecture, une boîte à outils. Voilà. Une boîte à outils, mais ce qui est assez frappant, c'est que, bon, moi, évidemment, moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on assiste à une nouvelle formation discursive. Hein, là, vraiment, en reprenant les termes de Foucault à la lettre, et une nouvelle formation discursive qui est constituée de 3 strates. Hein, une strate avec un certain nombre d'auteurs dont j'ai parlé, de Marx à Deleuze, en passant par Foucault. Bon, je parle aussi un peu de Rancière et d'Agamben. Bon. Mais on pourrait y associer tout le débat sur destitution ou illusion entre Agamben et Lordon, par lundi matin interposé. Donc ça, c'est une première strate, disons, un peu académique, un peu voilà, très intellectualo-centrée. Il y a une deuxième strate qui est à la lisière du monde académique, avec tout un tas de livres, dont ceux du Comité Invisible, qui sont faits effectivement par des intellectuels qui sont nourris de Debord, de Marx, de Foucault, mais qui ne sont pas universitaires, qui ne sont pas chercheurs, et qui ont un devenir révolutionnaire en jeu, et qui exercent une influence considérable sur la jeunesse, hein. Parce qu'il faut quand même rappeler que L'insurrection qui vient, c'est pas simplement un livre qui est mis entièrement dans le dossier d'accusation de l'affaire Tarnac, hein, un livre entièrement mis dans un acte d'accusation, c'est aussi un livre qui va se vendre à plus de 100 000 exemplaires et qui va nourrir voilà, toute une jeunesse mobilisée qu'on va retrouver dans les slogans des lycéens. Bon. Donc ça, c'est une deuxième strate
mais encore une fois qui ne se limite pas au comité invisible. Et puis, il y a une troisième strate qui passe par les réseaux sociaux, qui passe par les sites d'actualité indépendants, qui passe par éventuellement Lundi Matin, Paris Lutte Info, Basta, on pourrait en citer, tous ces sites qui ont éclaté, qui se sont multipliés avec Internet, et qui produisent aussi du discours, qui éventuellement reprennent, mais qui produisent des discours sur une critique anti-autoritaire de la violence. Ah, tiens, on va lire quelque chose qui nous explique pourquoi on a le Black Bloc le plus con d'Europe, à un certain moment en tout cas, et pourquoi on peut faire une critique anti-autoritaire de la violence lorsqu'elle est détachée de toute fin et qu'elle paraît être une sorte de spectacle pour le spectacle, ce qui est quand même un peu... Bon. Donc les trois strates articulées produisent une nouvelle grammaire, mais pour autant, pas forcément des débouchés politiques. Et c'est là où il faut être honnête. J'essaye de l'être. Merci de l'avoir remarqué. Et c'est là où est notre difficulté. Et après, et comment on avance ? Et comment éventuellement cette production discursive qui est encore une fois très, 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 très diversifiée et qui se fait vraiment à la lisière ou en dehors de l'académie, ça c'est vraiment important, comment elle est entendue, éventuellement comment elle est réappropriée par des formations politiques qui ont pignon sur rue, ou par des mouvements qui permettent de stopper les projets d'aéroports ou d'enfouissement des déchets nucléaires comme à Bure, mais qui permettent aussi d'associer des gestes à des formes de vie. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que là où c'est très tenu, c'est que cette partie que vous venez de décrire, on va dire méthodologique, intellectuelle, en tout cas d'une sorte de mode de pensée qu'on va essayer d'organiser par rapport à ça, se joue en même temps. Je suis pas sûr que c'est la bonne phrase, en même temps. Je dirais ce qui se joue à la base, c'est-à-dire, et c'est là que vous le montrez aussi très fort, qu'il y a une sorte de partie de ping-pong entre un mode de pensée et une forme, plus qu'une forme, une intelligence collective, oui, à chaque fois qui est produit, qui est surprenante, oui, d'ingéniosité, en tout cas pour ma part, oui, de mise en place de la revendication ou de la lutte et de l'organisation, oui, je dirais, en mouvement permanent qui n'était pas forcément prévisible. Alors effectivement, oui, il y a l'épisode des Gilets jaunes où on fait des leurres via les réseaux sociaux, c'est l'occupation des ronds-points qui est un coup de génie pour ma part, mais aussi d'autres formes d'action en tant que telle, et on a le sentiment que ça se renvoie la balle. Que, en fin de compte, ma question, elle est là. Est-ce que j'ai l'impression, c'est plutôt une impression plus qu'une question, que tous ces mouvements épousent leur temps, soit dans le sens de l'histoire telle qu'on veut nous la vendre, ou est en rupture, mais ils ont l'air incroyablement ancrés dans le réel, paradoxalement. Est-ce que je me trompe en disant ça ? Non, mais c'est absolument ça. Et effectivement, moi, j'aime bien l'expression de ping-pong, entre des formes de pensée un peu hors sol, un peu élitistes, hein, et puis en même temps une intelligence pratique qui s'active dans la rue, sur les ronds-points, dans les dépôts, dans les facs. Et il y a plusieurs moments où j'essaie de décrire en acte cette intelligence collective, c'est-à-dire, par exemple, quand on est dans une manifestation qui n'est pas déclarée, ou qui donne lieu à un cortège sauvage, comment on décide de la marche, de l'itinéraire, de casser, pas casser, sans faire des AG à chaque coin de rue. Hein, j'essaye de parler imagé, pour que les gens qui nous écoutent se représentent les choses, mais quand même, là il y a les flics, alors, on va pas passer par là, alors qui est on ? Des fois on est 300, des fois on est moins, mais évidemment cette intelligence collective, elle se traduit
d'une autre manière. Et donc, il y a une forme qui est tout à fait importante, je l'ai à peine évoquée jusqu'à maintenant dans la nouvelle grammaire, c'est la forme occupation. C'est-à-dire que d'un côté, on peut observer les métamorphoses de la forme manifestation, qui effectivement quand même a pris des traits, et pas simplement sur le plan de la répression, mais aussi sur le plan de la répression qui était impensable ou inouïe 20, 30 ou 40 ans avant. Mais d'un autre côté, il y a l'émergence d'une nouvelle forme occupation, parce que, voilà, on a occupé les usines en 36, on a occupé la Sorbonne en 68, donc je ne vais pas laisser entendre que tout ça est nouveau. Là, ça serait carton jaune pour moi. Mais on n'aurait pas imaginé qu'on allait occuper les Champs-Élysées. Mais on n'aurait pas imaginé occuper de cette manière les Champs-Élysées. Et effectivement, ce souci d'épouser le temps passe par une sorte de pragmatisme, d'activité très concrète, c'est-à-dire que lutter, c'est habiter. Et on ne peut pas envisager, par exemple, un mouvement de mobilisation contre Parcoursup et contre la nouvelle politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche, avec des manifestations, avec des prises de parole, avec des tracts, sans qu'il y ait une occupation, une activité de vie en commun qui met à l'épreuve aussi les habitus, les normes, les rapports sociaux de genre et de race. Et donc, au fond, dans dormir à la fac, on pourrait presque dire ça. Dormir à la fac, c'est s'engager. Et c'est s'engager de façon très, 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 très concrète. Pas dans une espèce d'apologie béate de la vie quotidienne, mais dans le sens où non seulement c'est un engagement, mais ça met aussi, encore une fois, à l'épreuve un certain nombre d'attitudes, de comportements, par exemple la façon dont circule la parole, de façon plus ou moins inégalitaire, et donc comment rendre plus égalitaire cette circulation de la parole. Effectivement, quand on y passe sa vie, alors c'est épuisant et souvent on en sort à la limite du burn-out, et c'est ce qui s'est passé un peu en 2016, un peu en 2018. Mais voilà, il y a dans la forme occupation à la fois une espèce de renouvellement des répertoires, de non-dissociation des gestes et des formes de vie, et puis de mise à l'épreuve, voilà, des rapports sociaux dans leur conflictualité qu'on ne peut pas évacuer d'un revers de main, mais sur lesquels on peut réfléchir. Et puis, qui fait la vaisselle ? Non, pas les filles. Et qui fait le compte-rendu ? Non, de la même manière. Voilà. Je sais pas si... Mais effectivement, il y a un côté où on épouse... Il y a une pensée de l'immanence. Alors, on pourrait dire là-dedans, pour reprendre le camarade Deleuze. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'est pas dans la révolution, on n'est pas dans le grand soir. On n'est pas dans un discours de totalisation qui va organiser la convergence des luttes, parce que moi, j'y crois pas. La convergence des luttes, elle ne se décrète pas. On est quelque chose de beaucoup plus immanent, on pourrait dire un peu au ras des pâquerettes dans le quotidien, mais quand même, c'est bien ce qu'on a appris des mouvements féministes de la fin des années 60, la vie privée, c'est politique. Donc, voilà. La façon d'occuper un dortoir, c'est aussi très politique. Alors, on va pas tarder à conclure et on ne peut pas échapper maintenant et parce que c'est aussi, ça tombe bien, parce que c'est un peu dans la chronologie du livre, même si ça revient par touches, je dirais presque comme une sorte de petit fil rouge tout au long du travail, de regarder ce qui se passe du côté du fameux pouvoir légitime. Oui. Qui dit pouvoir légitime, pas forcément l'État, c'est-à-dire les partis politiques, les syndicats. Et là, votre constat est absolument implacable sur ces questions, où je ne dis pas que c'est un effondrement total, mais quand même, ils sont bien mal en point. Alors, ma question, elle n'est pas dans... D'ailleurs, il faut peut-être tirer un petit mot quand même de cette désagrégation malgré tout, mais de se dire...
c'est là où on se retrouve, entre guillemets, et ce qui fait un peu la puissance du livre, tant dans sa volonté de réorganiser, en tout cas de donner des grilles pour voir comment ça se connecte, et en même temps, célèbre chanson militaire, c'est la route vers l'inconnu en tant que telle. Donc comment se joue d'un côté cette phase de désagrégation de tout ce qui faisait les légitimités ou les autorités sur lesquelles on discutait assez peu au final, on se bagarrait, mais globalement elles étaient là. Tout ça se réorganise plus que se réorganise, s'effondre. Voilà, allez, je vais simplifier mon blabla. Vers quoi on va quand tout s'écroule un petit peu autour de soi ? Oui, alors évidemment, je ne suis pas prophète et je ne lis pas dans le mar de café et je ne réponds pas à la question que faire dans le livre. Disons que je me l'interdis. C'est pas le lieu, mais c'est aussi évidemment, vous l'aurez compris, une question d'éthique. Mais je vais quand même essayer de répondre à la question et notamment. Sur la chronologie de la désagrégation. Oui, belle expression, la chronologie de la désagrégation. Et puis, on ne peut pas faire une histoire de la contestation si à un moment, effectivement, on ne se tourne pas du côté du pouvoir, on pourrait dire du côté de l'ennemi, et pas simplement pour penser la répression policière, ou le continuum coercitif, police, justice, prison, mais pour quand même analyser, puisqu'effectivement, il s'agit de faire tableau. Bon, sinon faire société, en tout cas faire tableau, recomposer les morceaux du puzzle. Et donc, analyser la façon dont il s'en tire, la façon dont il agit, les stratégies de gouvernement. Et là, on revient encore à Foucault, de gouvernementalité. Alors, il y en a une vraiment qui a échappé à personne et qui est très intéressante, parce que vraiment, elle est dans la plus brûlante actualité. Ce sont les stratégies et les tactiques de neutralisation. C'est-à-dire que ce à quoi on a assisté depuis 2016, mais je dirais le tournant, c'est les attentats terroristes de 95 et notamment du Bataclan, avec notamment la mise en place de l'état d'urgence. Et ce à quoi on a assisté à partir de 2016, c'est non pas des stratégies de maintien de l'ordre, ou de canalisation des mouvements sociaux, passant par des formes classiques de négociation, de pourparlers ou de je ne sais quel Grenelle. Non, ce à quoi on a assisté, c'est vraiment à une stratégie d'écrasement de la contestation, donc de neutralisation. Et la communication a sans doute été le nerf de la guerre de cette stratégie. Encore une fois, il ne faut pas sous-estimer, je ne le fais pas, la puissance de la répression dans ses différents volets, mais le jeu s'est joué dans les médias, avec tout un tas de stratégies, de déni, d'euphémisation, d'inversion de la responsabilité, dont l'ancien ministre Castaner a été, on pourrait dire, un orfèvre. Ça serait peut-être beaucoup lui donner. Donc j'essaye de décrire ces différentes stratégies de neutralisation de la contestation. Et évidemment, en particulier au moment, en 2017, 2018, 2019, donc des gilets jaunes, où à la fois on est quand même dans un moment quasi insurrectionnel. Et donc il y a le feu au lac. Et donc il y a un sens pour le pouvoir à charger de tous les maux ces gilets jaunes. Ils sont des casseurs, ils sont antisémites, ils sont racistes, etc., etc. Je crois qu'il manquait plus que pédophiles. Oui. Alors ça, c'est un volet. Alors dans ce contexte qui correspond à une sortie du cycle fordien, ou du compromis social-démocrate de type fordiste, il y a un paysage politique qui est en ruine. C'est-à-dire que la gauche est en ruine, mais on pourrait dire que, notamment après l'élection de 2017, Macron a siphonné l'espace politique, c'est-à-dire à la fois une droite républicaine qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, alors qu'elle a dominé l'espace, la vie politique depuis De Gaulle, et puis une gauche qui est en miettes, qui est atomisée. Ne parlons pas de l'extrême gauche en but à ces éternelles divisions.
On dit les majorités silencieuses apathiques. Bon, là aussi, il y a une discussion, à mon avis, à avoir sur la façon dont le pouvoir des médias produirait de l'apathie, de l'aliénation, en mode Orwell ou autre auteur de science-fiction. Bon, je pense qu'il y a des explications aussi sociologiques plus précises qui consistent à mobiliser le terme de disponibilité biographique. C'est-à-dire qu'on voit bien dans les mouvements dont je parle que à la fois il y a des jeunes et en même temps il y a des vieux. Il y a des étudiants ou il y a des chômeurs. Et puis, en même temps, il y a des retraités qui peuvent avoir d'ailleurs une certaine expérience militante. Bon. Et puis, entre les deux, c'est-à-dire les cadras, disons entre 30 et 50, et notamment cette catégorie d'âge issue des classes moyennes, elle n'est pas disponible pour des raisons biographiques, parce que il faut bosser, ça a été dur de trouver un boulot, ça a été dur de trouver un CDI, de sortir de l'incertitude, il y a la vie personnelle, la vie familiale, voilà, on a les enfants, la troisième vie des femmes, pas toujours assez épaulée par les hommes, on connaît ça par cœur, mais il faut en parler, c'est important. Bon, donc évidemment, si on n'est pas assez nombreux, c'est pas parce que y a des chaînes de désinformation continue simplement, ou que le pouvoir est dans la toute-puissance avec ses stratégies de neutralisation ou mais c'est que on est dans un moment d'indisponibilité biographique. Bon. Et en même temps, je reviens sur la gauche ou sur l'état du paysage politique, il y a une espèce de crise de légitimité des porteurs de voix. Bon. Et tout ça, d'une certaine manière, conduit à s'orienter, alors soit à être dans le cocooning et le repli sur soi, ou voilà, dans un individualisme échevelé, quelle horreur, soit se tourner vers là où il y a de la lumière. Bon. Et dans ce cas-là, il faut ressortir sa carte, refaire une cartographie, c'est-à-dire que en considérant que le processus de désagrégation ou de décomposition, il ne doit jamais rendre invisibles les processus ou les formes de recomposition, même si elles sont pas visibles ou pas très visibles, qui sont à l'œuvre ici et là. Bon, alors, le triangle des Gonesse, le jardin d'Aubervilliers, plus généralement les zones à défendre, en lien avec les mouvements écologistes. Bon. C'est assez intéressant de constater que dans le même temps où Europe Écologie Les Verts apparaît comme une sorte d'alternative politique, mais en fait complètement apolitique, guidée par un sens de l'opportunisme sans fin, on voit des initiatives, des actions se constituer, et pas simplement dans la région parisienne, parce que j'ai cité le triangle de Gonesse et Aubervilliers, mais dans d'autres régions, dans d'autres espaces. Bon. Et moi, c'est un peu de ce côté-là que je me tourne. Sur la prolifération des formes d'expérimentation, ou sur simplement un désir aussi qui me semble être très fort aujourd'hui, c'est celui de faire commune. C'est-à-dire, on se casse. Oui, on se casse, on se lève et on se casse, c'est presque devenu, fameux mot, une sorte de mot d'ordre générationnel, mais pas que générationnel, parce qu'il peut valoir pour les 20 ans, mais il peut valoir pour d'autres moments de la vie, où les gens, à 40, 50 ans, après avoir passé leur vie à construire un idéal de réussite sociale et une famille équilibrée, ils en ont marre, ils ont envie d'autre chose, ils ont pas forcément envie de lâcher leur famille, et ils ont envie de formes de vie qui fassent sens. C'est dans ce sens-là où je prends le terme faire commune. Donc, vers quoi on va ? Je dirais en 2 mots, à la fois, on est clairement aujourd'hui dans un moment fasciste, on est dans un moment où c'est plus le rouleau compresseur simplement néolibéral, et on l'a constaté lors de la fête de la musique, on l'a constaté avec ce qui s'est passé à Redon, on l'a constaté avec l'interdiction de manifester en solidarité avec
les Palestiniens. On l'a constaté avec la manifestation des policiers qui maintenant se chargent de dire ce que doit être la justice au mépris du principe de séparation des pouvoirs. Bon, donc vraiment, on est dans une période, 80% quasiment d'abstention. Le RN qui rivalise avec la gauche ou la droite, quand même localement, même s'il ne prend pas des régions, il ne prend pas des départements. Bon, on pourrait parler par exemple de la région PACA. Bon, donc vraiment, on est dans une période de ténèbres, mais presque invisible. C'est une espèce de morphine douce, voilà, qui est peu repérée et qui est peu dénoncée en tant que telle, alors que, encore une fois, j'invente rien. Hein. On est vraiment... Bon, oui, il y a le Conseil constitutionnel qui interdit les NAS, mais l'allemand, il s'en fout. Voilà, on vit dans cette société-là. Le préfet de police de Paris, il s'en fout des interdictions du Conseil constitutionnel. Bon, donc, et en même temps, il nous dit ce que nous devons penser et quels sont les motifs légitimes de contestation. Et en même temps, il criminalise l'intention qui pourrait être la nôtre de scander tel ou tel slogan. Bon, donc, et d'un autre côté, il y a ces désirs d'autonomie, ces désirs de faire commune, cette relecture de l'histoire, donc ça peut être la commune, mais ça peut être d'autres événements, l'expérimentation de formes d'action. Alors, est-ce que ça peut déboucher sur des candidatures aux élections présidentielles ou d'organisation des primaires ? Certains le pensent, hein, avec la primaire populaire, mais je pense que ça se situe en deçà. Et donc, le mouvement de désagrégation, il traduit en fait une espèce de prise de distance avec une scène politique qui apparaissait comme la seule possible pour changer la vie, et d'investissement d'autres scènes, hein, qui sont plus quotidiennes, qui sont plus pragmatiques, comme on en parlait, mais où quelque chose, voilà, de la survie se maintient. Et effectivement, je parlais aussi tout à l'heure de communalisme, c'est pas pour rien qu'on redécouvre tous ces courants, hein, aujourd'hui. Alors c'est pas Small is Beautiful, hein, c'est pas simplement la relocalisation de la politique, bon, mais il y a quand même quelque chose qui se joue, et pas simplement pour faire des lieux de lutte, des enclos, voilà, fermés sur eux-mêmes dans l'entre-soi, puisque ça communique à différentes échelles et avec l'international. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette multiplication des lignes de clivage renvoie en miroir, au final, une société en miettes qui n'en est plus vraiment une, sinon dans sa négativité. Entre des mouvements sociaux qui ne cessent d'être débordés et des partis politiques déconnectés des réalités quotidiennes et des souffrances accumulées. Tout éloigne dans cette société à plusieurs vitesses. La France des nantis, celle des petits moyens, des déclassés, des entravés et autres relégués ou racisés. La longue séquence virale que nous vivons laissera des traces. Il faudra toutes les capacités de résistance et d'autodéfense collective des subalternes pour s'en extirper. Sans prédire l'avenir, nous n'avons pas fini d'entendre cette rage gronder. Alors je vous ai cité pour conclure, et en plus c'est une partie de la conclusion. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un commentaire à ça, mais est-ce que, selon vous, et on va conclure là-dessus, cette réalité fragmentée auquel nous assistons et dont vous tentez justement de faire un lien, en tout cas de nous proposer une nouvelle grille de lecture, est-ce que, franchement, c'est pas forcément... Est-ce qu'on n'est pas... C'est peut-être naïf comme question, mais on n'est pas obligé d'en passer par là si on veut que les choses changent. Par là. Par cette situation que je viens de lire, qu'on a décrire, voilà. Oui, moi je trouve que ça synthétise un peu, le moment présent. Je retirerais rien si j'avais à réécrire la conclusion. Bon, mais enfin ça c'est un moment d'autosatisfaction. Passons. En tout cas, oui, on en est là. Et c'est un peu le boulot des sciences sociales et en même temps, voilà, de tous les gens, les acteurs qui sont engagés, essayer de produire un peu de repères, un peu de visibilité. Bon, tout change, mais rien ne change. Hein.
Non, moi j'aime bien cette formule parce que effectivement, si on prend les choses les unes après les autres, on a l'impression que, voilà, et notamment du point de vue des répertoires d'action, des luttes, des révoltes, des émeutes, on a l'impression que quand même il s'est passé beaucoup de choses. Alors peut-être depuis le passage du 20e au 21e siècle, hein. Et en même temps, on a l'impression qu'on n'avance pas. Qu'on est bloqué, qu'on est face à une sorte de mur. Oui, on peut utiliser différentes métaphores, de rouleaux compresseurs. Bon, donc est-ce que c'est pas un moment, est-ce que c'est pas une phase d'un cycle? Alors peut-être qu'on le verra mieux dans 30 ans, et donc c'est toute la difficulté de dire le temps présent, mais peut-être sommes-nous rentrés dans un autre cycle qui se caractériserait d'un côté par des moments fascistes, ou des moments quand même de liberticide, bon, pas obligé de faire du fétichisme autour de ce vocable de fascisme, mais il y a d'autres termes qui montrent bon, recul des libertés, enfin manifester c'est un droit, dans merde. Une ère un peu autoritaire, on va dire. Ah oui, alors bon, dérive autoritaire, est-ce qu'il n'y a pas une dérive autoritaire immanente en tout état? Bon. Mais voilà, on est dans ce contexte extrêmement lourd et chargé et sombre, et en même temps, on a de multiples lieux et occasions d'inventer, de réinventer la vie. C'est pas d'y croire, hein. Mais de maintenir haut le drapeau de la dénonciation des injustices, de maintenir haut les valeurs de liberté, de fraternité éventuellement, de solidarité, notamment internationale. Bon, donc voilà, voyons ce que ça devient. Ben, on va rester sur cette conclusion plutôt jolie. Je rappelle le titre du livre, La Diagonale de la Rage, histoire de la contestation sociale en France des années 70 à nos jours. C'est aux éditions Divergence, et malgré tout ce qui a pu être dit autour de ces micros, croyez-moi, il y a encore énormément de choses à apprendre, à comprendre au sein du livre qui est d'une grande, grande richesse. Merci à vous, Michel Kokoreff. Merci beaucoup, le Jean Urbain. Et à bientôt. Merci. Les causeries urbaines dans le Poste.